Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous 3 questions sûres de la revue Fiduciaire. Merci d'avoir répondu au thème proposé qui était, je vous le rappelle, la rémunération du dirigeant plutôt sous l'angle fiscal. Alors déjà, pour reprendre sur les principes, le régime fiscal de la rémunération donc perçue par un dirigeant d'une société, ça dépend de plein de choses. Du régime d'imposition de la société, du type de rémunération, est-ce qu'on parle de dividendes, de salaire, et du statut éventuel d'associé du dirigeant. Je vais partir du postulat où on parle de la rémunération qu'il perçoit, en fait, au titre de son mandat social. Donc, je ne parle pas des dividendes. Et la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on est dans une société à l'IR ou à l'IS? Dans une société donc soumise à l'IS, la rémunération du gérant donc majoritaire, elle est à reporter dans la déclaration des revenus 2042, cadre des salaires, donc ligne 1GB, pour ceux qui connaissent, revenus des associés et gérants, article 62 du CGI. Et les rémunérations des associés minoritaires ou égalitaires se retrouvent classiquement juste au-dessus dans la ligne de traitement et salaire, ligne 1AJ, avec pour ces deux cas, donc application de la déduction forfaitaire de 10% ou une déduction des frais réels. Et cette information se retrouve également dans la liasse fiscale de la société, donc la déclaration de résultat 2065. Et pour les entreprises qui relèvent de l'IR, le gérant majoritaire et associé est imposé personnellement à l'impôt sur le revenu, cette fois sur la quote-part de bénéfices, qui lui revient donc, on va reporter dans la 2042C Pro, qui va être un report lui-même de la déclaration 2031 pour la déclaration de résultats ou des tableaux 2050. Le cas où le gérant majoritaire n'est pas associé, là, il sera imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des salaires, donc ligne 1AG, etc. Alors, je vais rebondir sur un point. Déjà, c'est absolument nécessaire de la comptabiliser, cette rémunération du dirigeant. Et pourquoi on doit la comptabiliser? Parce qu'on veut la déduire des charges de l'entreprise pour diminuer l'assiette de l'IS. Donc, est-ce que c'est obligatoirement versé sur son compte perso? Je dirais non, mais cela ne peut pas du tout être juste une écriture comptable. Parce que je rappelle que pour que la charge soit déductible, c'est le principe, il faut qu'il y ait une diminution de l'actif net, donc une diminution effective. Cependant, le cas où une écriture comptable peut refléter une rémunération qui n'a pas encore été payée. C'est le cas quand on va utiliser l'inscription en compte courant. Dans ce cas, donc, on va comptabiliser la charge, la rémunération et une dette en créditant le compte courant de l'associé. Dans ce cas, l'entreprise, elle ne supporte pas le coût de la trésor qui correspond à cette rémunération et elle peut immédiatement en fait déduire les sommes attribuées. Il y a quand même quelques points auxquels il faut faire attention sur l'inscription au compte courant du dirigeant quand il renonce à la percevoir directement et qu'elle est versée sur son compte courant. Donc il y en a 3. Déjà, c'est qu'en général, les conditions de remboursement du compte courant d'associé, elles sont précisées dans les statuts ou plutôt dans une convention de compte courant. Et qu'en l'absence de précision, la créance de l'associé, elle est remboursable à tout moment. Deuxième point, c'est que d'un point de vue fiscal, attention, le bénéficiaire de l'inscription en compte courant, donc le dirigeant, il est réputé avoir eu la disposition de ce revenu à la date de l'écriture comptable. Donc ça va générer l'imposition à l'impôt sur le revenu. Et la présomption de disponibilité du revenu, elle peut être détruite par preuve contraire, mais c'est des cas quand même spécifiques, avec une clause d'indisponibilité, soit le blocage d'un compte courant. Et troisième point auquel il faut faire attention, c'est que la déduction de la rémunération du dirigeant en tant que charge pour l'entreprise, là, elle va pouvoir être remise en cause dans certains cas, notamment si la rémunération est inscrite uniquement sur son compte courant et qu'elle n'est jamais effectivement payée. Là, l'administration fiscale pourrait considérer qu'il s'agit en fait d'une distribution déguisée de dividendes, ce qui pourrait entraîner une requalification des charges déduites. Donc la SASU peut opter pour l'impôt sur le revenu sous certaines conditions strictes, déjà pendant 5 exercices. Fiscalement, le dirigeant associé personne physique, on parle de SASU à l'IR donc, il est soumis à l'impôt sur le revenu sur la quote-part de résultat qui lui revient dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA, donc professionnels ou non professionnels. La quote-part des bénéfices, qui revient à l'associé dirigeant, conformément à ses droits prévus dans les statuts, elle n'est soumise à aucune cotisation sociale.
En revanche, le dirigeant, lui, doit s'acquitter quand même de la CSG et de la CRDS. Attention à bien distinguer les deux. Et il s'acquitte de la CSG et de la CRDS auprès de l'URSSAF sur ce montant de quote-part. Et s'il exerce son activité à titre professionnel, le taux global de ces prélèvements se monte à 9,70%. Donc il s'applique sur la quote-part de revenus revenant à l'associé unique, peu importe qu'il ait perçu les sommes d'argent correspondantes. En revanche, l'associé non professionnel acquittera les prélèvements sociaux au taux de 17,20% à l'administration fiscale sur le formulaire 2777. Si on rajoute une donnée à l'équation, à savoir que le dirigeant de la SASU perçoit une rémunération, c'est là où ça se complique et où il faut faire attention aux modalités de déclaration. Dans une SASU la rémunération n'est pas déductible du résultat de la société. Donc le dirigeant doit ajouter à sa quote-part de bénéfice le montant de cette rémunération. En l'absence de dispositions particulières qui règlent en fait le statut social des dirigeants de SASU on peut considérer qu'il relève aussi du régime général en fait de la sécurité sociale des salariés pour la rémunération qu'il perçoit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Donc les cotisations sociales ne sont dues que sur la base de cette rémunération. Et on l'a dit, la quote-part de bénéfice BNC ou BIC, elle est soumise à la CSG-CRDS au taux de 9,7%. Comme le salaire du président a déjà subi ses prélèvements sociaux sur la fiche de paie, il ne faut pas les déclarer à nouveau sur le bordereau URSSAF, sur lequel figurera seul le résultat BIC ou BNC, donc avant réintégration du salaire net imposable, qui n'est pas déductible, on l'a dit, du résultat de la société imposée à l'IR. Et donc là, attention à la déclaration des ADS, des SN. Certains URSSAF recommandent une déclaration de la CSG via le véhicule technique S89. Voilà, c'en est fini de notre rendez-vous 3 questions sûres, mais le vaste sujet de la rémunération du dirigeant va bientôt revenir à l'ordre du jour de la revue fiduciaire. Et je précise que si vous avez posé une question, c'est que vous êtes abonné. Donc profitez-en, vous avez accès à plein d'ouvrages et vous pouvez retrouver des informations bien détaillées dans, par exemple, détermination du résultat BICIS pour des détails sur les charges déductibles, la notion de rémunération déductible, ou encore l'ouvrage Memento de la SAS et de la SASU qui détaille notamment l'utilisation des comptes courants d'associés, ou encore l'ouvrage Dirigeant de société de Michel Germain, qui est un ouvrage très pratique et complet avec les aspects fiscal, social et juridique. Merci et à bientôt!